Au nom du Mali, le ministre en charge des Affaires étrangères a présenté les condoléances de la nation au peuple iranien suite au décès de son président dans un accident. Abdoulaye Diop a signé le livre de condoléances à l'ambassade de l'Iran au Mali et a souligné l'importance des relations entre nos deux pays. Vous l'entendrez dans cette édition. Démarrage de la formation des agents dans le cadre de la campagne de recensement agricole. Ils seront déployés sur l'ensemble du territoire. L'objectif est de disposer d'une base de données fiable dans le domaine du développement durable. Beau temps à Bamako, la température est de 37 degrés Celsius. Bonjour et bienvenue à tous. Séance de travail entre le président du Conseil national de transition et une délégation des Nations unies. La délégation est conduite par le chef de bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Au centre des discussions, la situation socio-politique, économique et sécuritaire. Sur ce dernier, les Nations unies s'engagent à soutenir les actions des autorités de la transition. Pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter Leonardo Santos Simao, chef de bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Il est au micro de Tamsir Diabaté. Avec le président de la CNT, on a échangé des informations sur l'évolution du pays et les succès qu'on s'enregistre dans le pays. Mais aussi, j'ai transmis la disponibilité des Nations Unies de continuer à travailler avec le pays, surtout au niveau du développement et de soutien humanitaire. Le processus va sur le bon chemin. Et on a eu le dialogue intermalien et avec des recommandations. Et je crois savoir que les recommandations ne sont pas des décisions définitives, mais ils vont être appréciés pour le gouvernement pour prendre des décisions définitives et les utiliser pour des prochaines étapes du processus de normalisation de la vie politique et économique du pays. 3 États du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, sont dans la dynamique aujourd'hui d'aller dans l'alliance des États du Sahel. Est-ce que l'ONU sera aux côtés de ces 3 États pour relever les défis sécuritaires du Sahel? Les Nations Unies soutiennent tous les efforts de combattre le terrorisme. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de mobiliser les pays pour travailler ensemble parce que le phénomène du terrorisme, c'est très complexe. Même les 3 pays travaillent ensemble dans une région précise, mais le terrorisme dans l'Afrique, dans le Sahel et même dans l'Afrique de l'Ouest va au-delà de ça. Donc la coopération entre les 3 pays entre eux, c'est important, mais avec 2 pays tiers aussi, c'est important pour avoir des succès stables dans ce combat contre le terrorisme. Et je vous le disais dans les titres, suite au décès tragique par accident d'avion du président iranien et son ministre des Affaires étrangères, le patron de la diplomatie malienne s'est rendu à la résidence de l'ambassadeur d'Iran au Mali. Après avoir signé le livre de condoléances, Abdoulaye Diop a ensuite présenté les condoléances du peuple malien, du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à la nation iranienne. Je vous propose d'écouter le ministre Abdoulaye Diop au micro de notre reporter Arjou Matina. C'est avec une profonde émotion que je signe ce jour à la résidence de la République islamique d'Iran au Mali le livre de condoléances ouvert suite à la disparition tragique de l'ayatollah Dr Saïd Ibrahim Raïsi, président de la République islamique d'Iran, et de son Excellence Dr Hossein Amir Abdollahian, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran. En cette douloureuse circonstance, je renouvelle, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du gouvernement et du peuple du Mali, et en mon nom propre, nos condoléances les plus attristées à la famille des illustres disparus, aux autorités et au peuple frère de l'Iran. Le Mali se tient aux côtés de l'Iran pour honorer la mémoire de 2 hommes d'État, 2 patriotes
épris de paix et de justice, pleinement engagés dans la promotion des valeurs de fraternité et de solidarité entre les peuples. Signé au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Le Mali a pris la parole hier à Bali en Indonésie, une voix portée par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Mamadou Samake a mis un accent particulier sur l'importance de la gestion durable de ces ressources en eau, notamment face au changement climatique et la croissance démographique. Pas que les grands projets initiés par les autorités de la transition en vue de faciliter l'accès à l'eau potable aux populations. Il a aussi parlé de la souscription du Mali aux conventions internationales en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement et la construction des forages à travers les œuvres sociales du président de la transition. Décryptage de son intervention avec nos envoyés spéciaux à Bali, Kadidiatou Kone et Aloubé Kone. 10e Forum mondial de l'eau à Bali en Indonésie. Cette deuxième journée est consacrée à une session ministérielle, un espace où les ministres ont l'occasion de parler des avancées enregistrées dans leurs pays respectifs, mais aussi de brosser les défis à relever en matière d'eau et d'assainissement. Dépêché par le président de la transition, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable est monté au créneau ce mardi pour livrer le message du Mali. Mamadou Samake a d'abord rappelé ce que notre pays traverse depuis 2012 avant d'insister sur les efforts consentis par les autorités de la transition pour le bien-être des populations. Mon pays, le Mali, se relève progressivement d'une crise qui lui a été imposée et dont les enjeux dépassent les cartes nationales. Face aux défis sécuritaires et son corollaire d'instabilité politique, les autorités de la transition se sont fixées comme objectif de mener des réformes profondes afin de répondre durablement aux aspirations légitimes des populations maliennes. Parmi ces réformes, nous pouvons noter la fourniture de l'eau potable à tous les Maliens où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Dans ce processus irréversible, les hautes autorités du Mali accordent un ordre de priorité élevé aux défis liés à l'eau et à l'assainissement. Ainsi, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a renoncé aux 2/3 du fonds de souveraineté au profit des œuvres sociales, notamment l'accès des populations à l'eau potable pour la construction de forages. À ce jour, près de 400 forages ont été réalisés. Pour rappel, le Mali a souscrit aux conventions internationales en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement, notamment l'objectif de développement durable numéro 6, ainsi qu'à l'initiative eau et assainissement pour tous. En vue de concrétiser ces engagements, le gouvernement a adopté en 2023 la nouvelle constitution qui consacre en son article 10 l'accès à l'eau et à l'assainissement comme droit fondamental, sans oublier la politique nationale de l'eau et la politique nationale de l'assainissement. Le ministre Samake, dans son adresse, n'a pas manqué d'appeler à une cohésion pour renforcer les engagements visant la préservation de l'eau. La République du Mali reste convaincue de l'importance de conjuguer nos efforts communs et d'agir ensemble de manière sincère et transparente afin que le présent forum ne soit pas un rendez-vous manqué pour l'humanité dans la quête de solutions durables pour la gestion et l'accès aux ressources en eau au profit des générations présentes et futures. Le chef de la délégation malienne a enfin attiré l'attention sur la pertinence du thème de la rencontre de Bali, l'eau pour une prospérité partagée. Selon lui, l'or bleu symbolise la richesse vitale. Le dernier recensement agricole au Mali date de 2004. Il est donc nécessaire d'actualiser les données. Le ministre d'État, vous vous rappelez, a procédé au lancement de la campagne au titre de l'année 2024 il y a quelques jours. La deuxième étape consiste à la formation des agents chargés d'effectuer la mission. Dans ces reportages, Idrissa Djibrila Maïga et Idrissa Keïta nous parleront de la formation des recenseurs dans les régions de Nara et de Kidal. Au regard des ambitions de modernisation de l'agriculture malienne,
de rationalisation des politiques et des choix budgétaires, y attenant, il est urgent de doter les pays d'un système permanent des statistiques agricoles dont le recensement agricole constitue le noyau dur. C'est dans ce cadre qu'intervient la formation des agents recenseurs et chefs d'équipe dans la région de Kidal. Le recensement général de l'agriculture d'abord est une activité financée par le gouvernement du Mali à travers le département de l'agriculture et avec l'appui de nos partenaires. Et ce recensement vient de commencer à Kidal à travers la formation des agents recenseurs et les chefs d'équipe. Les résultats du projet de recensement général agricole permettront d'évaluer les politiques et programmes, de diagnostiquer les problèmes dans le secteur, de définir les priorités en matière de planification d'action et en matière d'allocation des ressources et d'assurer le suivi et l'atteinte des OMD. Le recensement général agricole, sujet qui nous réunit aujourd'hui, s'inscrit en droite ligne des grandes orientations définies dans les documents stratégiques, la politique du développement agricole et son plan d'action, le plan national d'investissement dans le secteur agricole et le schéma directeur de la statistique et se veut comme un instrument principal dans la mise en œuvre de la vision stratégique 2063. Notons que les sessions de formation se tiendront dans 18 régions et le district de Bamako. Le dernier recensement général agricole du Mali remonte à 2004, donc vieux de 20 ans. La mise à jour de la base de sondage du système d'information agricole s'impose alors, d'où ce recensement général agricole 2024 dont l'objectif est de disposer de données fiables sur le secteur du développement rural. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre FASAOC. Cette opération est financée par la Banque mondiale, le FIDA et la FAO. Le recensement général agricole s'inscrit en droite ligne des grandes orientations définies dans les documents stratégiques, la politique de développement agricole PDA, son plan d'action, le plan national d'investissement dans le secteur agricole PNISA et le schéma directeur des statistiques SDS et se veut un instrument principal dans la mise en œuvre de la vision stratégique 2063. Pendant ces jours, les agents recenseurs de NARA vont se familiariser avec l'opération de dénombrer tous les éléments de caractérisation de la carte de l'exploitation, toutes catégories confondues. Des simples exploitations et entreprises agricoles, la détermination de tous les points d'eau pastoraux, les bétails, les sites horticoles et les campements de pêche avec leur géolocalisation. La présente formation des agents recenseurs vise à renforcer les capacités techniques et d'intervention des agents qui seront au chevet de la collecte et sur lesquels repose la fiabilité de l'opération. Elle permet aux différents agents de bien comprendre les nouveaux concepts, de maîtriser la méthodologie et l'utilisation des outils de collecte. Cette opération 2024 de recensement général agricole RGA mobilisera 84 agents et elle va concerner les 11 communes de la région de Nara pour une durée de 4 mois. En troisième région, la commune rurale de Zanferebougou, dont le cercle de Sikasso a abrité les activités de la campagne d'information et de sensibilisation de proximité dans le cadre de la prévention et la prise en charge des cas de violence basés sur le genre. L'animation d'une pièce de théâtre sur les conséquences des VBG a couronné la cérémonie. Le compte-rendu de Yourou Baladiabaté et de Taïro Konati. Femmes et filles en tant qu'actrices incontournables pour le développement, c'est le thème de la campagne d'information et de sensibilisation de proximité sur les violences basées sur le genre. Et c'est la commune de Zanferebougou dans le cercle de Sikasso qui est choisie pour abriter l'événement. L'activité est organisée par le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède-Mali. Selon le système d'information GBV-IMS également, au moins 14 264 incidents de VBG ont été rapportés en 2022. Sur ce nombre de cas, les 98% ont été commises sur les femmes et filles, notamment 39% de viols et 17% d'agressions sexuelles. Ces actes constituent de graves violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, réunir ici quand même pour parler de ce sujet, ça nous réconforte. Et on dit également que cette question est transversale. Ce sont nos sœurs, ce sont nos filles, ce sont nos femmes.
Donc pratiquement toutes les structures sont concernées, toutes les couches sont concernées. Chacun à son niveau doit pleinement jouer sa partition pour qu'on diminue quand même ces cas de violences basées sur le genre dans nos communautés. Avec une population de 10 146 habitants, dont 5 302 femmes, la commune de Zanfirebougou ne fait pas exception aux cas de violence à l'endroit des femmes et des filles. On a des cas de grossesse non désirée, on a des cas de viol, on a des cas de bagarres même entre les deux épouses. Souvent, on rencontre quelques cas de violence basées sur le genre ici, dans notre commune. C'est fréquent, donc quand il y a des petites histoires entre l'épouse et l'époux, souvent ça se termine par des cas de violence, surtout sur le corps physique de l'intéressé. L'animation de la pièce de théâtre sur les conséquences des VBG, sur l'autonomisation des femmes et le développement local a mis fin à cette cérémonie. Lancement également des activités de la coordination des associations jeunes des quartiers de Sikasso. Ce rassemblement de la jeunesse a pour but de lutter contre la délinquance et proposer des projets et programmes pour le développement de la région. Nous retrouvons Yoruba Javati. L'objectif de cette session est de créer une synergie d'action entre les différentes associations jeunes des quartiers de Sikasso en vue de lutter contre la délinquance juvénile. La coordination des jeunes de Sikasso et les forces de l'ordre décident de mener une lutte farouche contre le phénomène. On a pu parvenir à regrouper tous les quartiers de Sikasso, mais avec la délinquance juvénile, vraiment, on est en train de sensibiliser d'abord. On va essayer de mettre tout en œuvre avec les chefs de quartier. La police a des missions. La première mission, c'est la prévention. La deuxième mission, ça, c'est la répression. Mais les autorités ont toujours voulu qu'on passe d'abord par la prévention. Donc les moyens de prévention, c'est de collaborer avec la population, surtout avec la jeunesse pour les sensibiliser. Au cours de cette session, les intervenants ont tour à tour exprimé leur inquiétude face à la montée du niveau de la délinquance dans la région. L'une de nos missions est de pouvoir orienter les jeunes par rapport à tout ça, par rapport aux stupéfiants, par rapport à la délinquance juvénile, par rapport à beaucoup de fléaux qui ne font que détruire cette jeunesse. Cette session devrait aboutir à des recommandations visant à rassembler tous les jeunes autour d'un idéal commun, une jeunesse saine et responsable. De Sikasso, nous sommes à Bamako et dans la chronique judiciaire, je vous amène à la découverte de l'inspection des services judiciaires. Ses missions, enquêter et veiller au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. La structure collecte les éléments d'information et les porte à la connaissance du ministre en charge de la justice. D'autres détails avec Garibou Pérou. Investie d'un pouvoir de veille, l'inspection des services judiciaires joue un rôle central dans la chaîne de distribution de la justice. Les membres qui l'animent jurent de remplir bien et fidèlement leurs fonctions, de l'exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution. C'est devant la Cour suprême qu'ils prêtent serment avant d'entrer en fonction. Le service central qui a pour mission de veiller au fonctionnement des services judiciaires, c'est l'inspection des services judiciaires. Quand on parle des services judiciaires, il s'agit de tous les services relevant de la compétence du ministère de la Justice. Les juridictions, les maisons d'arrêt, les services centraux, toutes ces structures-là relèvent de la compétence de l'inspection des services judiciaires. Et nous veillons à ce que ces services fonctionnent conformément à la loi. La vérification des méthodes de travail des magistrats et du personnel des services judiciaires est l'une des missions principales dévolues à l'inspection. Lorsque le procureur reçoit un procès verbal d'enquête, comment le procès verbal a été traité. Et nous vérifions si ce traitement a respecté la légalité. Au niveau du siège également, lorsqu'une décision est rendue, il y a des délais pour rédiger la décision. Nous vérifions, est-ce que ces délais sont respectés? Est-ce que le juge a été diligent? Parce qu'en matière de discipline, le défaut de diligence est une faute disciplinaire. Et au niveau des cabinets d'instruction également, nous vérifions les actes posés par les juges d'instruction. Si ces actes sont conformes à la loi, si les mandats discernés respectent la loi. À la demande du ministre de tutelle, l'inspection peut ouvrir une enquête et effectuer une mission dans le cadre de ses attributions. Il s'agit là des faits signalés ou dénoncés. Je donne un exemple très précis.
un citoyen nous saisit pour dire qu'un acteur judiciaire a eu tel comportement à son égard. Nous notons et nous informons le garde des Sceaux. Une fois qu'on est autorisé à ouvrir une enquête administrative, nous appelons toutes les parties, le juge lui-même et la partie qui a dénoncé, on les entend, on dresse un rapport que nous transmettons au garde des Sceaux. L'inspection n'a pas mission de sanction, elle collecte les informations. L'accès à l'information pour elle est un droit citoyen. C'est pourquoi elle dispose d'un numéro vert au profit des justiciables. Le numéro vert de la justice, c'est 3611 et c'est gratuit. Si la justice est pour le peuple malien, le peuple a droit à l'information. Et c'est d'ailleurs qui a inspiré le garde des Sceaux, en installant le numéro vert qui permet à tout citoyen qui estime être victime de la justice de nous saisir pour dénoncer les faits. Depuis son installation, nous avons reçu 300 appels. Du 10 janvier à aujourd'hui, nous avons reçu 300 appels. Pratiquement 90% des appels reçus ont été traités au niveau de l'inspection des services judiciaires. Les inspecteurs sont placés sous la protection de la loi contre les injures, les provocations et les menaces dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être ni inquiétés ni poursuivis pour des faits signalés dans leur rapport. Ils peuvent en cas de besoin faire recours aux autorités civiles et aux services de sécurité pour garantir l'exécution correcte des missions qui leur sont confiées. La force du magistrat, c'est le respect de la loi. Son indépendance s'inscrit aussi dans le cadre de la loi. Par rapport aux justiciables aussi, le message que j'ai à lancer, c'est de leur dire que la justice fonctionne suivant des principes. Souvent, il y a des faits qui se dénoncent par rapport au fonctionnement des services judiciaires. C'est des faits liés même à la nature, c'est-à-dire que des procédures prévues par la loi. Souvent, on dit que la procédure est en retard, mais c'est la loi même souvent qui donne des délais aux magistrats pour travailler. Donc chacun cherche à comprendre sa justice et s'il y a des questions qui vous posent problème, le numéro vert 3611 est là, vous appelez et nous sommes disponibles à vous édifier. Tenus au secret professionnel, les inspecteurs disposent du pouvoir d'investigation étendu et du droit de communication des documents. C'est la raison pour laquelle les services publics et organismes auprès desquels sont effectuées les missions de contrôle ne peuvent en aucun cas leur opposer le secret professionnel. Et voilà, pour tous vos problèmes avec la justice, contactez le 3611. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir et à demain, Inch'Allah.